Bien, nous reprenons les travaux de la mission d'information relative, relative au syndrome d'épuisement professionnel. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Christophe Dejour. Merci d'être parmi nous ce matin. Je rappelle, puisque ces auditions sont filmées et retransmises sur Internet, que vous êtes professeur titulaire de la chaire de psychanalyse santé-travail au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM. Évidemment, vous m'arrêtez si je commets des erreurs. Vous êtes directeur du laboratoire de psychologie du travail et de l'action. Plusieurs de vos nombreuses publications, et depuis pas mal de temps déjà, si vous le permettez, amènent à considérer que vous avez créé une nouvelle discipline qui est la psychodynamique du travail, qui est une notion maintenant célèbre. Vos recherches portent sur la souffrance au travail et en particulier sur les affections du corps et le lien avec le fonctionnement psychique. Vous avez donc amené à mettre en cause certaines organisations du travail et c'est ce qui va nous intéresser évidemment dans le cadre de cette discussion et en particulier ce que vous appelez l'exaltation de la performance individuelle comme cause de l'épuisement professionnel. Alors, je ne vais pas être plus long que cela. Et avant de donner la parole à notre rapporteur, qui pourra engager, je ne sais pas si Gérard, on fait comme d'habitude, à ce moment-là, je vous propose de commencer par répondre à cette interrogation. L'épuisement professionnel est-il une pathologie et comment peut-il être prévu et préparé par le droit? Alors, je vous laisse à cette question ou à cette méditation, à la suite de quoi nous pourrons engager une discussion, et notamment avec les questions du rapporteur Gérard Sebaoun. Voilà. Et puis évidemment, notre collègue. Vous prenez le temps que vous voulez, professeur, si vous voulez prendre une dizaine de minutes pour éventuellement soit répondre à cette question, soit dire ce qui vous paraît essentiel. Je vous laisse la parole. C'est bien. Voilà. Ça marche. Bon, merci beaucoup de m'inviter. Je ne vous remercie pas beaucoup pour la question posée, parce que ce n'est pas très facile de vous répondre. J'ai vu que dans le titre de la commission, enfin pas de la commission, mais de la mission que vous avez, il y a à la fois le terme d'épuisement professionnel et celui de burn-out. Je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus. Vous pouvez remettre en question tout ce que vous souhaitez. Hein. Ah non, c'est juste par un souci de clarté, je n'ai pas de doctrine sur cette question, mais si vous voulez, du point de vue terminologique, c'est peut-être utile de faire la distinction entre l'épuisement professionnel et le burn-out, même si par les temps qui courent, la tendance est un petit peu de recouvrir l'un et l'autre. Le burn-out, c'est un syndrome qui a été décrit dans les années 80, à la fin des années 70-80, qui était un syndrome assez précis et qui concernait surtout une population de salariés également très précise. C'était essentiellement les gens qui étaient engagés dans ce qu'on appelait à l'époque une relation d'aide. C'est-à-dire des gens qui étaient confrontés à en général des malades, mais pas seulement des malades, ça pouvait être aussi des gens en difficulté sociale, donc ça concernait l'accompagnement social ou l'accompagnement en termes de santé pour des malades, en particulier les toxicomanes, mais c'est vrai en fait de toutes les maladies mentales chroniques. Et donc le burn-out désignait un syndrome qui survenait donc, pour les nommer plus précisément, c'était les infirmières principalement et les travailleurs sociaux qui étaient visés par cette description. Et correspondait donc effectivement à un épuisement, mais un épuisement très particulier qui était l'épuisement de cette implication, voire ce qui serait probablement plus juste, l'engagement de ces gens dans quelque chose qui avait à faire avec une vocation, apporter son aide à des gens qui étaient quand même dans des situations ou très difficiles ou désespérées. Or, chez un certain nombre de ces infirmières et de ces travailleurs sociaux, après une période
disons, d'enthousiasme dans l'engagement auprès des autres, survenait quand même à une période d'épuisement qui était sans doute en relation, mais ça n'a jamais été complètement établi, avec l'échec. La confrontation à l'échec devant les pathologies chroniques, à l'échec devant la pauvreté, à l'échec par exemple devant les toxicomanes qui rechutent tout le temps, a conduit donc un médecin américain à écrire le burn-out, c'est-à-dire c'était un terme qu'on utilisait pour désigner certains toxicomanes justement, dont les soignants aboutissaient à un moment donné à dire voilà, on s'est battu beaucoup avec cette toxicomanie, mais c'est maintenant, au fond, c'est dépassé, et on disait il est burn-out, c'est-à-dire il est grillé, quoi. C'est un terme, un peu un langage, disons une pratique langagière de métier, mais qu'ils ont ensuite retourné pour désigner leur propre situation. C'est-à-dire, à force de s'épuiser dans l'aide et dans l'échec, il y a un moment donné où il y a une perte de motivation, une crise, si vous voulez, dans le rapport subjectif au travail, qui se traduisait par une dépression. C'est des gens une forme de dépression, pour aller vite, mais en fait, c'est des gens qui avaient perdu ce qui était en mesure de mobiliser leur attention, leur vigilance, leur intelligence, leur imagination, perte de mobile. Et alors là, ça devient très difficile de travailler, et beaucoup faisaient des dépressions. Voilà, ça, c'est donc un syndrome assez précis dans sa description. Je pourrais vous donner trop de détails là-dessus si c'était nécessaire, mais je pense que ça ne l'est pas. Et puis, on a eu tendance par la suite à étendre le champ d'application du burn-out. Et notamment, mais là je pense que ça demanderait des justifications. Bon, en fait, moi je suis assez réticent. Extension à tout ce qui est, excusez-moi, la sphère des relations de service. Les relations de service, en particulier dans le service commercial, mais ça peut tout aussi bien être le service aux élèves, le service aux malades, le service aux justiciables quand on est magistrat, etc., ou quand on est fonctionnaire de justice. Et finalement, ce syndrome a été étendu à une sorte de crise qui pouvait atteindre des gens qui étaient dans des relations de service. Mais la relation de service, ce n'est pas du tout une relation de soins. C'est quand même la relation de soins est une des formes possibles de relation de service, mais ça n'en est qu'une, et c'est très particulier. Dans les autres, alors voilà, quand on est confronté à une clientèle, il y a effectivement des sollicitations importantes du point de vue psychique pour les salariés qui sont impliqués dans des relations, par exemple, commerciales, les vendeurs de supermarchés, etc. Mais c'est certainement une extension abusive. Et puis maintenant, petit à petit, le burn-out est devenu le mot à la mode pour désigner toutes les formes d'épuisement professionnel, de dépression, etc. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Alors, l'épuisement professionnel, pour essayer peut-être je pense, de répondre aux questions que vous soulevez, je pense que c'est quand même l'épuisement qui est visé, et pas seulement le burn-out dans sa forme princeps, si vous voulez, dans sa description plus rigoureuse et relativement limitée. Alors l'épuisement en question n'est pas nouveau. C'est une question qui se pose depuis certainement très longtemps, mais enfin en tout cas historiquement repérable d'une façon très précise pendant tout le capitalisme du 19e siècle, où sur les femmes, les enfants, les journées de travail qui durent 12, 14, 16 heures par jour, enfin l'épuisement était le quotidien quand même du monde du travail et des manufactures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cette question n'a pas été abordée tellement sous l'angle de l'épuisement, elle a été abordée sous l'angle de la lutte pour la réduction de la journée de travail. Alors là, ça scande, on pourrait dire, au moins la deuxième partie du 19e siècle, et on va aboutir, déjà il y avait des premières lois, mais qui ont été peu appliquées en 1840 sur la réduction de la journée de travail, et puis jusqu'à la fin du 19e siècle, on arrive quand même à une réduction du temps de travail, qui est d'une certaine manière, à la fois cohérente et finalement assez élégante de traiter la question de l'épuisement professionnel. Il y a donc un peu un paradoxe dans le fait que ressurgisse avec un tel bruit dans l'espace public la question de l'épuisement professionnel aujourd'hui. Alors,
votre question, elle est déjà une problématique. L'épuisement professionnel est-il une pathologie? Alors, j'ai du mal à répondre à votre question. Autour de l'épuisement professionnel se produisent un certain nombre de phénomènes qui sont devenus extrêmement préoccupants et qui peut-être n'étaient pas au rendez-vous de cette surcharge de travail dans les temps précédents, notamment au XIXe siècle, au moment de ces débats. Alors, je caricature évidemment les choses. On pourrait dire que l'épuisement professionnel, c'est un état, mais ça ne s'arrête pas à la description de cet état. Il y a des conséquences de cet état. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question. L'épuisement professionnel peut être d'une certaine manière une étape qui conduit vers des complications. Alors, ce sont ces complications qui sont devenues très préoccupantes. Donc, pour être caricatural, peut-être qu'un certain nombre de suicides qui se produisent sur les lieux du travail seraient en rapport avec l'épuisement professionnel. Alors, ceux qui ont, de façon, je dirais, la plus éloquente ou la plus convaincante posé ce problème, c'est les Japonais, avec le suicide par surcharge de travail, le karoji zatsu. Bon, vous avez peut-être entendu parler déjà, moi, je ne vous apprends rien, excusez-moi. C'est un paradoxe qu'on puisse dire que l'épuisement professionnel puisse aboutir à un suicide. Et pourtant, ça a été effectivement établi au Japon, mais il y a une histoire antérieure à ça. Les questions de santé mentale au travail, y compris le suicide au travail, dans un pays comme la France, c'est l'affaire des cliniciens. Donc les médecins du travail, les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, vous avez toute une armée de praticiens qui s'occupent de ces questions et qui a, pour un certain nombre d'entre elles, une véritable spécialisation. Au Japon, les questions de santé mentale au travail n'ont pas été portées par les médecins. Non pas qu'ils soient absents de la scène, si vous voulez, évidemment, il y a une médecine du travail, etc., et des gens qui sont impliqués. Mais ceux qui se sont battus sur ces questions, ce sont des avocats, ce sont des juristes. Et pour établir la responsabilité de l'entreprise ou de l'organisation du travail, il fallait des evidence, pour parler en anglais, c'est-à-dire des preuves ou des indices, si vous voulez, qui soient indiscutables. Et c'est comme ça que la bataille s'est engagée autour de la question de la surcharge de travail. Sans doute qu'un certain nombre de suicides au Japon ne procèdent pas de la surcharge de travail, mais un certain nombre d'entre eux procèdent ou sont liés de façon indiscutable avec une surcharge de travail, et seuls ces suicides font l'objet d'une reconnaissance. Les autres passent pour l'instant un peu à trappe au Japon. Donc ce sont les Japonais, et à cause d'eux que personnellement je n'y étais pas du tout préparé, qui m'ont conduit à me poser cette question de est-il possible qu'un épuisement conduise au suicide? Alors la réponse finalement a posteriori, c'est oui, c'est possible. Une histoire de cas qui est fort connue, qui est l'histoire de cet ingénieur qui s'appelle De Barros, qui était chez Renault, ingénieur chez Renault à Guyancourt, et qui s'est suicidé. Bon, son histoire a fait l'objet d'une longue poursuite en justice, donc plaidée par Rachel Zada, que peut-être vous avez vu. Il y a indiscutablement un rapport entre l'épuisement professionnel de cet homme, la surcharge de travail, et son suicide. Et quand même, et c'est ça qui est peut-être le chaînon intermédiaire important, à partir d'un certain niveau d'intensité, ou peut-être de durée, peut-être les deux, ce sont les défenses contre les effets du surmenage qui s'effondrent. L'effondrement par l'épuisement, mais cette fois-ci un épuisement des capacités de se défendre contre les effets délétères de l'épuisement. De telle sorte qu'à un moment donné, piégé dans cette surcharge, mais il n'y a pas évidemment que la surcharge qui est ici en cause, entre la surcharge d'un côté et des objectifs, et c'est ça le point important, des objectifs inatteignables de l'autre, les défenses, les capacités d'inventer des stratégies pour
supporter la situation ou éventuellement la contourner, pour ruser avec cette situation, toutes ces stratégies sont hors jeu à cause de l'épuisement. Et finalement, ce pauvre homme ne trouve pas d'autre issue à la situation dans laquelle il est plongé que de se suicider. Donc là, il y a un suicide par épuisement. Mais l'épuisement, vous voyez, il atteint des couches assez profondes du fonctionnement psychique, donc qui concerne exactement la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle, dans le jargon, des stratégies de défense ou des mécanismes de défense. Voilà. Alors, si maintenant on essaie de pénétrer un peu plus dans la matière qui est aujourd'hui le prétexte à une discussion, peut-être jusqu'ici dans votre dans votre commission, il faudrait peut-être faire une distinction, mais bon, qui est vraiment purement pratique. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui la justifier théoriquement. C'est entre épuisement et surmenage. L'épuisement renvoie, disons, sinon dans le sens commun, peut-être quand même dans un sens commun médical, disons, assez grossier, donc qui n'entre pas dans la finesse de l'analyse psychologique ou psychopathologique. L'épuisement renvoie beaucoup ou principalement à l'épuisement physique. Au XIXe siècle, ce dont il est question, c'est de l'épuisement physique. Il y a sans doute derrière aussi un épuisement psychique, mais ce dont on parle principalement, c'est de l'épuisement physique. C'est ça qu'on a en tête et c'est la seule chose qui est véritablement visée par cette question de l'épuisement et donc qui va être traité, cet épuisement physique va être traité par la lutte sur la réduction de la journée de travail et les lois qui vont venir effectivement encadrer tout ça. Le surmenage, donc c'est une proposition, mais un petit peu spécialement pour notre présentation de ce matin, ne vise pas que l'épuisement physique, il indique le surmenage quelque chose qui est un épuisement psychique, proprement psychique. Et je vais être évidemment un peu métaphorique parce que la description clinique est un peu fastidieuse, c'est une invasion, on pourrait dire, de la pensée, du fonctionnement psychique, pour parler en termes un peu plus techniques, une invasion par le travail, par les préoccupations du travail, par les contraintes du travail, invasion qui est non seulement pendant le temps de travail, mais qui déborde très largement et qui va maintenant avoir des conséquences extrêmement différenciées à l'intérieur de l'espace privé. Alors, en fait, ça n'est pas que le fait du surmenage. En fait, toutes les autres pathologies mentales du travail ont la même caractéristique et permettent de montrer qu'en fait, il n'y a pas d'étanchéité entre travail et hors travail. Pour pouvoir faire bien son travail, il faut s'engager en fait tout entier. Et pour la plupart d'entre nous, nous pensons à notre travail en dehors du temps de travail. Voilà, il faudrait que je vous développe ça. C'est en fait assez impressionnant, mais mes insomnies, elles sont encore liées au travail. Et même les rêves que je fais la nuit, quelquefois, traitent des questions du travail. Et ça fait encore partie du travail. Ça n'est pas forcément simplement si vous voulez, une espèce de retombée contingente et regrettable. Non. Les insomnies, le fait de penser pour l'infirmière assez malade en dehors du temps de travail, pour le gars qui est agent de conduite dans une centrale nucléaire, le fait de penser à la centrale et de ne pas endormir la nuit et de se réveiller à 3 heures du matin, j'ai oublié quelque chose, et il appelle, ça fait encore partie du travail. Ça n'est pas prescrit. Mais en réalité, la qualité du travail implique pour la plupart d'entre nous, et donc je prends un agent de conduite centrale nucléaire, mais je peux vous faire le même raisonnement pour la plupart des gens qui sont impliqués dans des tâches de métier. En réalité, la subjectivité est engagée jusque dans la nuit, jusque dans les rêves, et ça fait partie du travail. C'est même des temps importants qui sont des temps dans lesquels se modifie quelque chose du rapport de soi à soi, grâce à quoi, au bout d'un certain temps, viennent des idées qu'on n'aurait pas eues
si on n'avait pas échoué, si on n'avait pas enduré tout ça sous cette forme un peu étonnante de l'insomnie, etc. Après, je peux vous montrer comment ça engage aussi l'économie familiale, les relations dans le couple. Tout ça a des incidences, jusque et y compris sous les draps dans la vie sexuelle, et aussi sur les enfants. Voilà, ce rapport psychique de l'adulte quand il se dégrade, par exemple, a des incidences sur le fonctionnement psychique et sur le développement des enfants qu'on peut aussi étudier. Donc ça n'est pas l'apanage de l'épuisement professionnel ou du surmenage que de révéler la porosité entre travail et hors travail. Alors, simplement, pour ce qui concerne le surmenage, c'est une constante. Voilà. On peut dire, dans les expressions symptomatiques du surmenage, un des points clés, certainement du diagnostic, c'est quand les gens ne peuvent plus s'arrêter de penser à leur travail. Et ça finit par perdre sa valeur structurante ou sa valeur, si vous voulez, mobilisatrice de l'intelligence et de l'imagination à la recherche de solutions pour surmonter les obstacles que le réel du travail oppose à la maîtrise. C'est une invasion qui finit par contaminer absolument toute la vie, à ce point que les autres activités deviennent de plus en plus difficiles à réaliser, y compris les activités de la vie privée, les liens familiaux, les liens amicaux, assumer un certain nombre de tâches ménagères. Enfin, tout peut devenir impossible parce que le sujet est totalement envahi par les préoccupations de son travail. Comment en est... Pourquoi à ce point? Voilà, ça c'est une des questions. Comment se fait-il que, parce que, encore une fois, l'épuisement professionnel, la surcharge de travail, ça n'est pas très original. Mais pourquoi aujourd'hui on arrive à des formes qui sont aussi graves que ça? Alors la première, donc là j'entre un peu plus dans ce qu'on appelle l'analyse étiologique, c'est-à-dire du chemin qui conduit à l'apparition de ces symptômes de l'épuisement professionnel. C'est sans doute évidemment la première idée qui vient, qui saute aux yeux, c'est l'emprise aujourd'hui des NTIC, c'est la nouvelle technique d'information et de communication, voilà, qui est, bon, donc je ne vais pas le détailler, mais enfin, la plupart des gens qui sont comme ça en surcharge de travail, grâce à l'ordinateur ou grâce au téléphone portable, emportent tout ça chez eux, et du coup, effectivement, ça n'est plus simplement une question de porosité psychique, c'est physiquement, matériellement que le travail s'introduit dans l'espace privé. Et bon, non, je ne vais pas le détailler, je pense que ce sont des choses que vous connaissez. C'est l'invasion par les mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Comme beaucoup d'entre nous travaillons à l'international avec des décalages horaires, du coup c'est justifié. Alors voilà, et puis on n'arrive plus à contrôler. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une nouveauté. Il y a 40 ans, ça n'était pas possible. On emportait des dossiers chez soi, mais un dossier, c'est un dossier. Tandis que l'ordinateur, lui, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est pas un dossier, vous ne pouvez pas le limiter, quoi. Et c'est vrai que les exigences de rapidité, de réponse, etc., font que les gens sont suspendus à leur mail, qu'ils le veuillent ou non. Et voilà. Donc je passe là-dessus. L'élément le plus important, à mes yeux, n'est peut-être quand même pas celui-là, même si je reconnais tout à fait son impact sur la vie quotidienne de la plupart des gens aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, hein, les activités de service y compris, pas seulement les activités industrielles. Nous-mêmes, ne sommes pas du tout à l'abri des difficultés que ça pose. Non, le point le plus important pour moi, c'est quand il y a une association entre le surmenage et le sentiment d'échec. Alors, ça demanderait une description clinique un peu plus fournie, donc je vais essayer de vous le dire de façon évidemment caricaturale. Sentiment d'échec, mais aussi de façon indissociable, sentiment d'inutilité de l'effort. Alors c'est un peu paradoxal parce que ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts justement, mais qui arrivent à un moment, à un point où ils se disent l'effort ne sert plus à rien, de toute façon ça ne marchera jamais. Autrement dit, je peux éponger les mails qui tombent, il en tombe plus j'en éponge et plus il en arrive.
Et donc, vous voyez, c'est ce moment où, en dépit de la mobilisation de la personnalité tout entière, en dépit de l'effort, en dépit de la surcharge, arrive un moment où on se dit, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Et donc, c'est un sentiment d'impuissance, et deux, c'est l'impression d'être en tort. Tout ce qu'on fait est toujours mal. Vous avez beau travailler, et pourtant, vous avez des gens qui font vraiment des efforts, qui s'impliquent quand même avec beaucoup de mérite, sauf que c'est toujours mal. Et ce qui revient après, dans la confrontation au travail, pendant le temps de travail, c'est tout le temps des reproches. Alors qu'ils ne cessent de s'impliquer et ne cessent d'intensifier l'effort. Il n'empêche que ce qui est réussi, évidemment, ne fait l'objet d'aucun commentaire. Par contre, ils se font constamment réprimander, voire sanctionner, sur l'insuffisance et sur les échecs. Alors là, il y a plein de professions qui sont touchées. Pour vous en donner un des exemples sur lesquels j'ai travaillé le plus récemment, c'est la magistrature. Pas seulement en France. J'ai le même problème au Brésil, parce qu'on a mené des grandes enquêtes au Brésil sur la magistrature brésilienne, on retrouve à peu près les mêmes choses. Là, si vous voulez, le déplacement de l'organisation du travail sur la quantité et sur le flux ou la rapidité de traitement des dossiers modifie complètement les choses. C'est-à-dire que le procureur, avec sa pile de courriers, il a beau pomper, il en vient toujours plus. Et là où les choses tournent mal, c'est que celui qui travaille le plus et celui qui travaille le mieux, c'est celui à qui on en donne le plus. Donc, vous voyez, l'effort se retourne contre lui-même. L'effort se retourne contre le sujet de l'effort. Bon, c'est ça le drame fondamental de cette histoire, de mon point de vue, du point de vue psychopathologique. Quand je dis le drame, c'est-à-dire le drame tel que le rapportent les gens, puisque vous avez quand même des procureurs, vous avez des juges aujourd'hui qui vont très mal. Il y a un vrai problème depuis qu'on a introduit un certain nombre de modifications dans l'organisation du travail, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, je reprends maintenant avec un petit peu de surplomb cette question de l'association entre surmenage, sentiment d'échec, sentiment d'inutilité de l'effort. Si je prends un peu de surplomb, c'est la question du sens du travail. Quand on est placé dans cette situation, le travail perd son sens. Tout le travail, l'effort, l'engagement dans le travail, la vocation, tout ça, et brutalement, le sens de tout ça se défait. Ce sont des gens très impliqués. Les magistrats ne sont pas devenus magistrats du jour au lendemain. Les médecins ne deviennent pas des médecins comme ça, et je peux vous sortir comme ça toute une série de métiers dans lesquels les gens... il y a une dimension, sinon vocationnelle en tout cas, qui suppose un acharnement, une obstination, une endurance quand même à l'effort. Et là, on arrive à cette situation où, tout à coup, ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le burn-out, c'est une crise de la motivation ou une crise de la mobilisation psychique dans le travail pour des gens qui ne sont pas forcément dans des relations d'aide. Alors là, cette question du sens fait apparaître maintenant rétroactivement que selon la signification de cet effort dans le travail, l'effet psychique est totalement différent ou s'inverse. Tant que vous avez la conviction que les efforts que vous faites ont un sens, c'est-à-dire s'inscrivent encore dans un projet commun, un projet collectif pour le bien commun, pour les malades, pour la cité, pour le politique, c'est la question de la cité. Mais ce n'est pas seulement pour le politique, pour beaucoup d'autres, la question de l'engagement dans la cité, dans les collectivités territoriales. Tant qu'on a l'impression que cet effort est vectorisé vers un résultat qui a une signification sociale et qui garde sa dimension enthousiasmante, la résistance au surmenage, la résistance à la surcharge de travail, la résistance à l'épuisement physique et psychique est incroyable. Mais si vous perdez ce rapport au sens, alors d'un seul coup ça devient délétère. Et ça devient très dangereux pour votre santé
mentale, mais aussi pour votre santé physique. Et pour un certain nombre, ça va les pousser au suicide, mais pour d'autres, ils vont faire l'infarctus bien avant le suicide. C'est un vieux classique, hein. C'est le Karoshi, par exemple. Mais enfin, c'était fort connu déjà aux États-Unis, chez les cadres, au début du XXe siècle. On en parlait beaucoup. Les gens faisaient des infarctus, des maladies coronariennes, des hypertension artérielle, mais aussi des tas d'autres pathologies. Il y a les pathologies physiques et il y a aussi les pathologies mentales, dont, disons, le tableau principal, quand on ne tombe pas malade physiquement, c'est quand même la dépression. C'est-à-dire le moment où les gens perdent le sens. Et là, il y a vraiment ce qu'on appelle en psychiatrie une asthénie. L'asthénie, on pense souvent que c'est un équivalent de la fatigue. Non, ce n'est pas la fatigue, c'est l'asthénie en deux mots. L'asthénie, c'est l'élan qui vous pousse vers. Asthénie, c'est j'ai perdu l'élan. Voilà. Et donc, là, l'asthénie, comme symptôme clé de cette dépression, oui, c'est très sérieux. Voilà, il y a vraiment un risque. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer sur un point. Je pense que non, je ne vais pas terminer, j'aurai beaucoup d'autres choses encore à dire, ça fait rien. Je vais le dire rapidement. Cette évolution à laquelle on assiste, on peut l'imputer aux nouvelles techniques, là, les NTIC. Mais je pense que c'est faux. Voilà, c'est vrai qu'elles sont impliquées dedans, mais ce n'est pas l'élément décisif. L'élément décisif, c'est les transformations de l'organisation du travail. Alors ça, c'est très important pour pouvoir évaluer la possibilité ou non qu'une loi ait un impact. Donc il y a un problème de définition du périmètre de l'épuisement professionnel. Après, est-ce que des lois peuvent traiter ce problème? Voilà. L'épuisement, d'une certaine façon, tel que je vous le décris, apparaît plutôt comme une conséquence. C'est la conséquence d'un processus qui est en amont. Alors maintenant, évidemment, tout dépend de la façon dont on recompose le processus qui est en amont. Et là, il y a des désaccords entre scientifiques sur cette question que je ne vous dissimulerai pas, mais je pense que vous avez dû les apercevoir entre les différentes personnes que vous avez vues avant moi. L'élément décisif, pour moi, relève effectivement de l'organisation du travail. Donc c'est une donnée générale. Tout ce qui concerne la santé mentale dans le travail, spécifiquement en rapport avec l'organisation du travail. Alors que la santé du corps est spécifiquement en rapport avec les conditions de travail, conditions physiques, chimiques, biologiques du travail, c'est-à-dire le domaine, disons, classique, conventionnel de la médecine du travail, de l'hygiène industrielle et de l'ergonomie. Ça, c'est le corps et les conditions de travail. Le rapport entre santé mentale et travail, c'est un rapport spécifique entre le fonctionnement psychique individuel et l'organisation du travail. Si ces nouvelles pathologies, ou en tout cas les nouvelles formes que prennent ces pathologies, les nouvelles complications de ces situations ou de ces syndromes, disons, appelons l'épuisement professionnel un syndrome, si elles changent, si elles s'aggravent, c'est que quelque chose a bougé ou s'est transformé dans l'organisation du travail. Effectivement, il y a des transformations de l'organisation du travail qui jouent un rôle majeur dans l'éclosion de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle, ces nouveautés dans l'organisation du travail ont été introduites depuis disons, la fin des années 80, les années 90, la fin des années 90, mais ont quand même connu surtout leur essor à partir du début des années 2000. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le tournant gestionnaire, qui est un vrai tournant. Autrefois, l'organisation du travail était l'apanage des ingénieurs. Ingénieur des méthodes, ingénieur en organisation, ingénieur de conception, ingénieur... bon, toute une armée d'ingénieurs que je vais pas, dont la liste ne me revient pas comme ça à l'instant, mais enfin, donc on peut le tailler. Conception, organisation, méthode, etc. C'était des ingénieurs qui pensaient l'organisation du travail. Taylor est un ingénieur, Ford est un ingénieur, Ono, l'auteur du système japonais, c'est un ingénieur. C'était toujours des ingénieurs. Et puis maintenant, les ingénieurs ont perdu le pouvoir dans les entreprises, et pas seulement dans les entreprises industrielles, partout ils ont perdu le pouvoir, et ils ont été remplacés par des gestionnaires. C'est une vraie mutation en réalité, parce que les gestionnaires, les ingénieurs,
ils avaient un intérêt pour la question du travail, en tant que tel. Le travail, la matérialité du travail, ils étaient même passionnés par ça. Il faut voir les milliers de kilomètres de littérature qui ont été sortis depuis Taylor, Fayol en France. Il y a des grands penseurs, des tables, des indicateurs, des courbes, etc., pour définir les temps de travail, mais ils entraient dans la matérialité du travail. Autrefois, quand il y avait des difficultés dans le travail, quand les gens étaient à bout, là je parle pas du 19e siècle, hein, je parle après les grandes lois de 1898 et puis surtout après les guerres, parce que c'est après la guerre de 14 surtout, puis la guerre de 40, qu'un certain nombre de lois sont venues vraiment modifier le paysage du rapport entre les salariés et l'organisation du travail. Donc quand on entrait en crise ou en difficulté, c'était possible de négocier avec les ingénieurs. Les ingénieurs savaient, ils connaissaient le travail, donc ils savaient sur quoi il fallait lâcher, sur quoi il convenait de faire des concessions pour retrouver un compromis vivable. Aujourd'hui, il en va tout autrement. Les gestionnaires ne connaissent pas le travail. Ça, c'est une très grosse différence. Et n'en veulent rien savoir. Voilà. Les écoles de commerce, et aujourd'hui même, malheureusement, les écoles d'ingénieurs aussi, forment des gestionnaires qui ne connaissent pas le travail. Ils n'ont pas de formation sur les sciences du travail. Le travail a été écarté, pas du jour au lendemain. Il y a eu tout un mouvement d'idées très important sur la fin du travail, les Rifkin, préfacés par Michel Rocard, la fin du travail, Dominique Médard. Enfin, vous avez toute une série de gens qui vous ont dit que c'est la fin du travail. Le travail, c'est fini, une valeur en voie de disparition. On ne veut plus savoir. Donc, on n'enseigne plus les sciences du travail. Donc, les gens qui aujourd'hui dirigent les entreprises, qui dirigent pas seulement les entreprises tout en haut, les comités de direction, même dans la direction d'un atelier, les gens ne connaissent pas le travail. Ils sont sortis d'écoles, de grandes écoles. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, on ne forme plus des ingénieurs. On forme des commerciaux, on forme des banquiers. Les meilleurs de Polytechnique terminent chez Goldman Sachs. Ils deviennent banquiers. Ils ne deviennent pas ingénieurs nucléaires. C'est fini. Donc il y a un changement très important dans les écoles d'ingénieurs. La part qui est consacrée au travail est réduite à pratiquement rien. Ils ne savent rien du travail. Il reste une ou deux écoles, comme l'École nationale supérieure des arts et métiers, où il y a encore un stage ouvrier, mais c'est vraiment devenu symbolique. Les meilleurs font dans la banque, etc. Donc, ces gens qui aujourd'hui dirigent les entreprises ne connaissent pas le travail. Donc, quand on arrive à des situations critiques pour un salarié ou pour plusieurs salariés, parce que quelquefois c'est plusieurs. Si je prends Guyancourt, c'est quand même... Vous avez 4 suicides de suite d'ingénieurs. C'est une population entière d'ingénieurs sur ça. Il n'y a pas de négociation possible parce que... Enfin, la négociation est certainement possible, mais les termes de la négociation sont très difficiles parce que les gestionnaires ne connaissent pas. Ils ne savent pas très bien sur quoi il faudrait ou faire des concessions ou peut-être comment transformer l'organisation. Ils ne connaissent qu'une chose, objectif, performance. Objectif quantitatif, et de l'autre côté, performance quantitative. Entre les deux, tout ce qui concerne le travail, je ne veux rien en savoir. On veut gouverner à partir de ce qu'on appelle la gouvernance par les nombres, dont peut-être vous avez entendu parler, notamment avec le cours de Alain Supiot au Collège de France, La gouvernance par les nombres, qui est un livre très très important, qui est un changement radical. Nous sommes en plein dans la gouvernance par le nombre aujourd'hui. C'est ça le grand changement. Et cette gouvernance par le nombre se traduit donc par l'introduction de 3 ou 4 nouvelles méthodes dont... Voilà. Alors je vais vous les énumérer et je ne parlerai que de l'une d'entre elles. La première, c'est l'évaluation individualisée des performances. La seconde, c'est la qualité totale. La troisième, c'est la précarisation, le recours, disons, à une flexibilité de l'emploi, de façon très générale. Et la quatrième, c'est la normalisation ou standardisation. Voilà. Toutes méritent une étude approfondie. Et la plus importante pour nous, c'est l'évaluation individualisée des performances. Cette transformation, puisque vous connaissez la gouvernance par un nom, du gouvernement par des lois,
transformation en gouvernance par le nombre, c'est une mutation profonde qui affecte le monde entier de surcroît. Mais ce que ça veut dire du point de vue pratique, du point de vue concret, dans le monde du travail aujourd'hui, c'est que le manager, comme on dit aujourd'hui, le chef, celui qui dirige, le dirigeant, il ne veut que des chiffres. Il veut gérer des chiffres. C'est pour ça qu'il est gestionnaire et il gère des tableaux. Et d'ailleurs, il parle de piloter les installations. Il n'entre pas dans la matière. Le premier résultat de cette affaire, c'est qu'a été perdue la coopération verticale. Autrefois, dans n'importe quel atelier, dans n'importe quel hôpital, dans n'importe quel laboratoire de recherche, on avait un rapport avec son supérieur hiérarchique qui n'était pas qu'un rapport de contrôle et de surveillance ou de gestion. On pouvait s'adresser à son chef pour se faire aider. Moi, quand j'étais au début interne en médecine, mon patron, c'était mon recours. C'était pas seulement quelqu'un qui venait me remonter les bretelles quand j'avais pas bien fait. Il m'aidait. Quand je ne savais pas, je pouvais lui demander de l'aide. L'aide, en termes de coopération verticale, a disparu pratiquement partout. Et c'est un changement très important. C'est psychiquement, je parle. C'est pas seulement un vrai problème en réalité avec des effets en cascade, notamment sur la productivité. Cette perte de la coopération verticale, elle a des effets psychiques extrêmement graves. C'est-à-dire que le rapport au supérieur hiérarchique a tendance à se tendre. Il a tendance à se défaire. Il y avait une coopération, il n'y a plus de coopération. Évidemment, on est sous le contrôle. Et la fonction principale du gestionnaire, c'est une fonction de contrôle. Et en fait, inévitablement, non seulement il contrôle, mais en plus, il reproche. Et puis, il devient insultant. Et là, vous voyez se profiler très vite quand les résultats ne sont pas à la hauteur et que lui-même est soumis à une hiérarchie qui fonctionne de la même façon et auprès de laquelle il ne peut attendre aucune aide, sinon des reproches. Vous avez déjà ce qui est au principe même du développement du harcèlement au travail. Ça ne va pas assez vite, il faut aller plus vite. Il ne fait que gérer, vous comprenez, c'est sur ce problème que je suis allé au Brésil cet été, travailler avec les procureurs, donc avec l'ensemble du Ministério Público do Trabalho au Brésil, sur cette question de l'explosion des pratiques de harcèlement à l'intérieur même de la justice, à l'intérieur même des services des procureurs, entre eux, et sur les fonctionnaires de justice. Parce qu'eux, ils ont des flux à traiter et n'entrent pas dans la matérialité du travail, ils n'apportent plus d'aide, mais évidemment, c'est un processus qui favorise le développement du harcèlement. Deuxième élément de l'évaluation individualisée des performances, c'est qu'elle a tendance à mettre en concurrence, c'est d'ailleurs son but, tous les salariés entre eux, pas seulement les branches entre elles, les départements entre eux, les entreprises entre elles. Non, c'est la concurrence entre les salariés eux-mêmes. À ce point, cette concurrence qui est évidente, donc on va retrouver les ordinateurs, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les ordinateurs, on n'aurait pas cette capacité d'individualiser de cette façon l'évaluation de chaque performance. On ne pourrait pas le faire. L'ordinateur est également c'est un rendez-vous entre ces nouvelles techniques de gestion et l'apparition d'un objet technique qui rend ça possible, c'est l'ordinateur. La concurrence est établie de telle façon entre les salariés eux-mêmes que très vite se produit la transformation, une transformation très profonde du travail, en vertu de quoi, si mon collègue à côté a des performances meilleures que moi, ou fait des très belles performances, ça devient un danger pour moi. C'est une menace. C'est une situation nouvelle. Il faut comprendre ça. C'est une situation totalement nouvelle. Autrefois, dans une équipe de travail, quand l'un d'entre nous était bénéficiaire d'une distinction, d'un prix, c'était toute l'équipe qui était primée.
qu'il y ait des jalousies, en se disant pourquoi c'est lui et pas moi, oui. Mais c'était transcendé par le fait que quand une distinction arrivait dans une équipe de recherche, c'était toute l'équipe qui était honorée. Quand une distinction arrivait dans un service hospitalier, c'était toute l'équipe. Voilà. Et je peux vous le faire la même chose dans beaucoup d'autres espaces de travail. Le succès de l'un d'entre eux, la distinction de l'un d'entre eux, était une fierté pour tout le monde. C'est fini, ça. Le monde a changé. Quand un de vos collègues réussit mieux que vous ou fait une performance particulièrement brillante, c'est une menace pour votre avenir. Donc, l'évaluation individualisée des performances crée la concurrence entre les gens, jusque et y compris la concurrence déloyale. Donc, très vite, les gens font de la rétention d'informations, enfin, toute une série de choses se dégradent, on essaie de tromper le voisin, et plus vous montez dans la hiérarchie, plus c'est sensible. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les sommets de la banque, les banquiers, ils se surveillent les uns les autres et ils y passent beaucoup de temps. C'est une grosse partie de leur temps que de surveiller ce que font les collègues. Parce qu'effectivement, il ne vous fera pas de cadeau. Et voilà, c'est tout à fait nouveau. Donc, je suis en train de désigner ici quelque chose qui se transforme, qui est les liens, cette fois-ci, de coopération horizontale. C'est plus la coopération verticale. Chacun est seul aujourd'hui. Et ça change beaucoup les choses. Parce que face à la surcharge de travail, face à l'angoisse de ne pas tenir les cadences ou de ne pas tenir le flux, face aux réprimandes dont je suis victime, personne ne bouge. Chacun est seul. Et aujourd'hui, dans les espaces de travail ordinaires, c'est pratiquement, je pense, généralisé, vous n'avez pas d'espace où les gens peuvent se mettre ensemble pour réfléchir à la manière de contrôler la charge de travail. Vous êtes tout seul. Chacun est seul avec sa surcharge. Il ne peut pas en parler avec les autres, et même d'une certaine façon, il n'a pas intérêt à en parler, parce qu'il va montrer sa faiblesse, et c'est encore un pas de plus dans l'affaiblissement de sa position. Professeur, vous me pardonnerez, je vais faire un petit peu de taylorisme, parce que je suis obligé de jeter un coup d'œil à l'horloge qui tourne. Simplement, puisque nous avons d'autres éditions par la suite, mais non, je vous rassure, c'est très passionnant. Mais peut-être pourrions-nous synthétiser les derniers points que vous avez évoqués, de façon à ce que nous puissions entrer dans une discussion. Vous me pardonnerez de cette intrusion dans votre présentation. Voilà. Bon, donc ma conclusion, c'est que en amont de la surcharge de travail, du surmenage ou de l'épuisement professionnel, il y a vraiment un problème qui est un problème d'organisation du travail et qui est donc lié à ce tournant gestionnaire. La prévention en matière de santé mentale au travail et aussi en matière d'épuisement professionnel, c'est fondamentalement la coopération. Voilà. C'est ça la conclusion. C'est pas en mettant des médecins, ce n'est pas en mettant des psychologues, ce n'est pas en mettant des numéros verts, ce n'est pas en faisant du yoga que vous allez résoudre ces problèmes. C'est pas vrai. La véritable prévention, c'est quand il y a une coopération, parce que la coopération ne vise pas seulement la dimension instrumentale du travail, c'est-à-dire la recherche de l'efficacité dans le monde objectif. La coopération implique toujours un certain vivre ensemble. Pour pouvoir coopérer, il faut se parler. Il faut prendre du temps pour se parler et s'écouter les uns les autres. Et c'est à ces moments-là que se fait la régulation et que se trouvent les solutions ensemble de toutes les difficultés qu'on rencontre dans le travail. Ça se fait au jour le jour. Et quand ça marche bien, vous avez des réunions d'équipe. Une fois par semaine, il y a différentes manières de les nommer selon les milieux professionnels. C'est la réunion de staff, c'est la réunion d'équipe. Vous avez différentes manières de synthèse. Il y a différentes façons de le dénommer. Et qui soit une fois par semaine, soit quelquefois même dans certaines industries, c'est tous les jours. On passe une demi-heure chaque matin. Et c'est un temps de discussion qui n'est pas seulement de transmission des ordres, mais de confrontation. Et c'est ça qui est en même temps le temps de prévention. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire une prévention par la loi de la surcharge de travail aujourd'hui ? Voilà, là, il se pose des questions bien difficiles à résoudre pour le juriste, je pense, ou pour le législateur. Le problème, c'est un problème d'organisation du travail. Si on ne remonte pas
à cette question clé de recomposer les conditions de la coopération, nous n'arrêterons pas la dégradation de la santé mentale au travail, dont l'épuisement professionnel est effectivement un des symptômes les plus bruyants, à côté du suicide au travail. Voilà. Alors, est-ce qu'une loi, ça dépend évidemment bien sûr comment elle est formulée, mais la loi, une loi ne sanctionnant les managers, les dirigeants sur le fait qu'ils ont mis leurs subordonnés en surcharge, pose des tas de problèmes. Je pense que c'est très compliqué. Ils ne connaissent pas le travail et on ne peut pas demander qu'ils soient psychiatres tous. Donc, vous voyez, là, il y a des contradictions qui sont sans doute pas sans solution, mais dont il faut savoir que ce ne seront au mieux que des compromis. Alors, il y a des compromis meilleurs que d'autres, et c'est ça qu'on peut chercher. Mais attaquer le problème de l'épuisement professionnel et l'isoler du reste, c'est déjà une problématique, et c'est une problématique qui n'est pas tout à fait rationnelle. Bien sûr, c'est toute la complexité de la mission. En tout cas, merci professeur. Avant de passer la parole à Gérard Sebaoun et peut-être aussi à Alain Ballet s'il le souhaite. Bon, vous le savez, nous sommes confrontés à des problèmes de définition, y compris sur la question des classifications nosographiques. C'est très difficile de légiférer sur une pathologie, puisque c'était aussi la question que vous avez évoquée, la pathologie, qui n'est pas définie ni dans le DSM, ni dans les classifications de l'OMS. Vous avez parfaitement bien évoqué le fait que à la fois l'épuisement professionnel, le burn-out montrent une situation dans laquelle les capacités d'élaboration du sujet, du travailleur, sont dépassées, avec cette boucle surmenage, sentiment d'échec, inutilité de l'effort. On pense à la barrière par excitation. Oui, de votre peut-être de votre maître. En tout cas, quelle est la différence et quel est l'intérêt de le différencier du stress ou du stress post-traumatique qui, eux, sont bien définis, qui ont eu un historique très, très long pour arriver à une définition précise. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, puisque vous avez parlé du tournant gestionnaire et vous avez dit sur la fin combien il est difficile de légiférer sur l'organisation du travail, mais c'est bien elle aussi qui est en cause. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas parler de tournant gestionnaire? Vous avez dit que c'était les ingénieurs qui faisaient l'organisation du travail, ça a été les gestionnaires. Est-ce que ce n'est pas plutôt les informaticiens d'ailleurs, parce que les ingénieurs conseils sont très majoritairement des informaticiens aujourd'hui, et on sait combien tous les systèmes de reporting qui ne sont pas pris en compte prennent un temps absolument fou, sont pratiquement destructeurs d'individus. Et d'un autre côté, on sait aussi que les améliorations viennent de toutes les études sur les interfaces utilisateurs, sur la prise en compte du sujet dans sa relation à l'ordinateur. Est-ce que l'ergonomie, dans ce cadre-là, est-ce qu'on a beaucoup à attendre de l'ergonomie au fond? Et est-ce qu'il est possible d'imaginer une législation sur ces sujets, comme il y en a eu, mais sur le plan physique, avec la protection physique, avec les écrans protecteurs des yeux, etc. Voilà, ces deux questions. Mais avant que vous répondiez, je passe quand même la parole à Gérard Sebaoun, qui va rentrer dans la vif du sujet. Oui, merci, monsieur le professeur. Vous avez fait une différenciation, effectivement, qui se retrouve d'ailleurs dans votre exposé, entre ce qui va toucher la santé mentale des individus qui sont épuisés. Vous avez fait la différence entre burn-out et épuisement, ce qui ne nous avait pas sauté aux yeux dans toutes les auditions que nous avons faites avant vous. Et puis, vous avez rappelé que les conditions de travail qui étaient finalement l'objet, qui avaient impliqué les ingénieurs, la médecine du travail, etc., c'était deux choses différentes. Donc, santé mentale, conditions de travail, vous les différenciez bien. Et je pense que c'est ce qu'on peut observer. Alors, j'ai une question assez brutale en reprenant ce que vous avez dit à la fin. Est-ce que l'organisation des espaces de discussion, notamment légales, entre le patron et les IRP,
est-ce que on peut les considérer comme un espace vivant, un espace complaisant, un espace complice, puisque autant sur les conditions de travail, des choses ont été faites depuis des années, et on a amélioré les conditions de travail. Je veux dire, si j'extrais évidemment à la santé mentale, les accidents du travail, dans les sociétés très organisées, les accidents du travail, les maladies professionnelles stagnent, voire reculent. Mais pas le champ de la santé mentale qu'on ne sait pas aujourd'hui, et c'est l'objet de notre travail. Est-ce qu'ils se sont complus finalement à rester sur les conditions de travail et recouvrir d'un espèce de bonnet d'acronymes RPS, QVT, le reste, parce qu'ils ne savent pas bien le définir, et donc, ne sachant pas le définir, on ne sait pas intervenir correctement, ou on ne veut pas intervenir correctement, je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une première observation. La deuxième, c'est l'évolution des espaces de travail. Alors, je parle là des grandes entreprises. On est passé des bureaux individuels ou à quelques-uns où on pouvait se parler finalement, sans l'intrusion de l'autre, à des open space, mais qui avaient pour vocation, entre guillemets, la transversalité, et qui avaient comme deuxième vocation de mettre au cœur des unités de travail le manager, donc en proximité, alors que vous nous dites que c'est exactement le contraire. Et de ma pratique professionnelle, c'est exactement ce que me disent les salariés. Il y a maintenant une évolution dans ces espaces de travail qui fait qu'on les redimensionne, on les réaffectionne en instaurant des espaces justement ludiques un peu, qui amélioreraient ce contact, cette détente, etc. Et on fait le lien avec, je dirais, ce qui est du très secondaire, à savoir l'activité sportive sur le lieu de travail, la possibilité de faire différentes actions, la possibilité de faire du développement personnel, de la méditation, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution qui, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous nous avez dit, évidemment. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on en sort? Puisque si je prenais une image que tous les Français connaissent, on a l'impression que, finalement, on est dans l'absurde. On est dans le système des Shadocks. Quand vous preniez l'exemple du flux permanent, des salariés que je peux voir me racontent ça très tranquillement. Mais si le flux s'arrête, dans une société organisée comme la nôtre, capitaliste, si le flux s'arrête, il n'y a plus de travail. Comment est-ce qu'on répond à cette question qui finalement à la fois inquiète l'individu au travail puisqu'il rapporte en permanence, il est sous le flux, mais d'un autre côté, il sait que si ce flux s'arrête, en tout cas il en a la conviction profonde, c'est son travail qui s'arrête. Donc c'est la dimension qui le nourrit finalement, avec toutes les conséquences que ça a, qui s'arrête. Et donc est-ce que ce n'est pas un élément supplémentaire pour essayer de résister, de supporter jusqu'à l'épuisement ? Professeur. Il y a trop de questions et elles sont trop importantes et trop intéressantes. Je ne vais pas y arriver. Je suis désolé, je ne vais pas y arriver. Peut-être qu'on pourrait en rajouter une, si vous le permettez, une petite d'Alain Ballet. Allez-y. Comme ça, on fera un train. Merci pour votre rapport, monsieur le professeur. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vous en poserai qu'une, parce qu'autrement, ça va alourdir les difficultés pour y répondre. Vous avez parlé. La question, c'est est-ce que effectivement, pour vous, il y a une typologie des personnes qui sont atteintes de surmenage ou pas? Et je lirai ça avec votre réflexion sur ces personnes qui sont atteintes de surménage, leur stratégie de défense n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on est dans des personnalités qui réagissent à la demande du travail ou est-ce qu'on est, contrairement à des personnes qui peuvent s'adapter, qui ont des stratégies d'adaptation à la surcharge de travail. Donc, est-ce qu'effectivement, parce que quand on est dans une stratégie de défense, on réagit à des attaques, et je me disais, on est dans l'action.
Et est-ce que le suicide, c'est pas aussi un passage à l'acte dans ce domaine-là? Bon, je vais peut-être répondre à votre question, la dernière question, la vôtre, monsieur, parce qu'elle est plus du côté de la clinique, et puis après remonter sur les questions un peu plus en surplomb sur des questions générales d'organisation du travail. Est-ce qu'il y a une typologie des personnes vulnérables au surmenage ou à l'épuisement? Et il y a un paradoxe dans cette situation, c'est que, premièrement, on a le sentiment que dans n'importe quel type d'emploi, on peut voir apparaître ces épuisements professionnels. Ça concerne toutes les branches, aussi bien industrielles que de l'agriculture, ou l'élevage, ou le commerce, les activités de service. Ça concerne aussi bien les cadres que les ouvriers, ou que les employés, les caissières de supermarché, les employés de la banque au guichet au Brésil, etc. C'est bon. Donc toutes les professions, il n'y a pas de profession particulière. Est-ce qu'il y a des personnalités plus spécifiques que d'autres? Alors, c'est une réponse qui, pour moi, est relativement précise, mais dont la façon dont je suis capable de vous la transmettre peut prêter vraiment à confusion. Les gens qui sont le plus exposés aux pathologies du surmenage, donc le surmenage c'est déjà un début de pathologie, mais les pathologies du surmenage, les conséquences après en aval du surmenage, ce sont les gens qui sont les plus motivés par le travail. C'est un paradoxe de la situation présente. Les gens qui réussissent à dire « moi je fais le minimum syndical », ce n'est pas eux qui vont se suicider, ce n'est pas eux qui vont tomber malades, eux ils ont déjà la distance. Ce sont ceux qui au contraire y croient, c'est-à-dire ceux dont je vous parle, ce sont des gens qui sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts et qui croient et éventuellement qui ont un certain enthousiasme à apporter leur concours, soit à une entreprise privée, soit à la banque, soit à la collectivité territoriale, les gens qui s'engagent. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont les plus les plus vulnérables. Alors, est-ce que c'est une vulnérabilité? Non, vous comprenez, c'est ça le paradoxe de la réponse. C'est pas une vulnérabilité. Sinon, vous en êtes rendu à la situation, à vos enfants, il faut dire attends, faut faire des études, faut s'engager, mais pas trop. Parce que c'est dangereux. Si tu t'engages trop dans le travail, tu risques ta peau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message aberrant? Mais c'est vrai que c'est une des complications qu'on voit aujourd'hui, même dans les familles de cadres, où ils ne savent plus très bien comment se situer par rapport à leurs enfants, d'où des crises quand même de valeurs par rapport au travail. Autrefois, il n'y a pas si longtemps encore, le travail était une promesse d'accomplissement de soi, indiscutablement. Il y avait une promesse dans le travail, une promesse d'ascension sociale, une promesse de réussite, une promesse d'accomplissement de soi. Aujourd'hui, il faut être beaucoup, beaucoup plus réservé, y compris parce qu'il y a quand même des gens dans des positions très éminentes qui finissent quand même par tomber malades et même se suicider. C'est quand même... À Renaud-Guyancourt, il y a un polytechnicien de 30 ans qui s'est jeté quand même du 5e et 4e étage et il n'était pas un malade mental. C'est ça qui est important. C'est pas un malade mental. C'est quelqu'un qui était très engagé dans son travail et qui s'est fait prendre. Et pas tout seul. Parce qu'il y a un management qui est quand même derrière. Voilà, ça c'est ma réponse. Alors maintenant... évidemment, je méconnais tout ce que vous savez déjà sur ce dossier et donc je me sens un peu piteux là pour vous répondre. Quand je vous entends parler d'espace de discussion, espace de délibération, de par-excitation, donc mais bon, alors j'ai été vraiment beaucoup trop élémentaire dans ma façon de m'adresser à vous. Et puisque vous connaissez ces choses-là, alors... Si je dis qu'il s'agit de recomposer la coopération verticale, la coopération horizontale, je ne vous fais pas de dessin, vous savez à peu près ce que c'est. Il y a la troisième dimension de la coopération, qui est la coopération transverse. C'est un problème absolument fondamental, qui est le problème de la coopération entre celui qui prête le service, c'est-à-dire celui qui fait le travail, et le bénéficiaire du service. Or, aujourd'hui, la coopération avec le client est une dimension décisive de la qualité du travail. Et
pour que la qualité de la prestation, elle dépend de l'engagement du client dans la démarche. Et il revient donc à celui qui fait le service, qui offre le service, de mettre au travail le client dans un rapport de coopération avec lui. C'est comme ça que si je veux soigner un malade qui a un diabète, il ne suffit pas de prescrire insuline, contrôle des urines, faites votre glycémie, etc. Ça c'est facile, ça s'appelle la prescription. Mais si vous en tenez là, qu'est-ce qu'il a compris le patient? Il faut l'entraîner dans la coopération. Donc il faut lui apprendre la diabétologie. Et puis, on n'apprend pas la diabétologie comme ça. J'apprends la diabétologie, mais au bout de 10 ans, je la comprends autrement. Donc, il faut accompagner les progrès du malade. Et quand le malade coopère à son traitement, vous avez des résultats évidemment beaucoup plus brillants que si vous avez un immigré qui ne parle pas la langue, avec qui vous n'arrivez... Et alors là, vous avez des résultats catastrophiques. L'hémoglobine A1 glycosylée, puisque vous connaissez tout ça, elle monte au plafond. Parce qu'on n'arrive pas à constituer les liens de coopération qui passent par le langage entre celui qui prête le service et celui qui en bénéficie. Et je vous fais le même raisonnement pour un outil que vous vendez chez Leroy Merlin. Le bon vendeur, c'est quelqu'un qui va tester son client pour voir quel est son niveau de connaissance de la technique, pour lui vendre le produit, l'outil dont il pourra se servir. Bon, là, on peut entrer... Parce qu'il y a un deuxième souci, ce n'est pas seulement le chiffre, cette question fondamentale que vous avez posée, c'est aussi la fidélisation. Donc la qualité d'une relation. Et vous voyez bien que ça n'est pas que le chiffre, et c'est ça le problème de l'évaluation individualisée des performances, c'est qu'on évalue, alors ça pour évaluer, on évalue des performances, mais ce n'est pas le travail. Ce qu'on évalue dans le meilleur des cas, c'est le résultat du travail. Mais le résultat du travail, ce n'est pas le travail. Je peux faire des chiffres d'affaires colossaux avec finalement, j'ai fait 2-3 combines, ça a marché. Vous n'avez pas forcément beaucoup travaillé. Quand vous soignez des malades qui sont jeunes, en gros, jeunes et bien portants pour des fractures, vous avez des résultats très brillants. Si vous prenez les vieux qui ont 3-4 pathologies et qui se cassent la jambe, là c'est une autre histoire. Et les résultats sont moins bons. Donc, mais le travail que vous avez fait est peut-être plus important. Donc il n'y a pas de proportionnalité entre travail et résultat du travail. Donc on est en plein paradoxe, si vous voulez. Et c'est pour ça que quand vous dites « Ah, mais si on diminue le flux, M. Sebaoun, si on diminue le flux, alors on va perdre, à terme, on perd de l'emploi. » Non. Justement, ce n'est pas vrai. Là, ça demande une discussion de fond sur le modèle économique. Parce que ce qu'on mesure et ce dont se réjouissent, on pourrait dire, et dont vivent les gestionnaires, est fondé sur une erreur fondamentale, sur un contresens fondamental sur la production de la valeur. Production de la valeur, c'est le travail vivant des gens. Alors je vous donne l'exemple, on va prendre Grenoble-Guyancourt, je vais prendre un exemple pour essayer de répondre à votre question. Les gens perdent leur rapport entre eux à tel point, ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, que à la fin, ils sont tous des adversaires. Vous êtes seul dans un milieu hostile. Les gens viennent, les ingénieurs, ils viennent, ils s'assoient l'un à côté de l'autre, ils ne se disent pas bonjour. Ils ne se parlent pas, ils ne parlent plus. Je sais que lui, c'est une planche pourrie, il m'a déjà refilé des tuyaux qui étaient pourris. Et lui sait que je suis une planche pourrie et que je ne fais pas mieux que lui. Donc on n'a plus de raison de se parler. Ça, c'est la vie quotidienne sur l'open space, parce que ce sont des open space. Ce ne sont pas des espaces de délibération, c'est des open space. C'est prescrit. Ce n'est pas ça, un espace de délibération. Si je ne lui parle pas, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que j'ai une demande de reporting, vous avez complètement raison. Pourquoi on a besoin de reporting? Parce que c'est des gestionnaires. Comme ils ne comprennent rien au travail, qu'ils ne savent pas, ils ont besoin de reporting. Évidemment. Alors ils vous demandent où vous en êtes. Donc ils vous font perdre un temps fou pour essayer de savoir où vous en êtes. Alors je reçois un reporting. Pour répondre à la question qui m'est posée sur le délai dans lequel je vais avoir mon stock qui va être effectivement déposé en Roumanie pour faire la pièce de la voiture qui est faite en Roumanie, j'ai besoin de renseignements que lui, il a. On ne se parle plus. Donc, je lui envoie un mail. 1. 2, il n'a aucune raison de me répondre. Donc, pour être sûr qu'il me réponde, et qu'on ne vienne pas dire que c'est moi qui ne donne pas la réponse sur le reporting dans les temps qu'on m'a imposés,
J'envoie à 40 personnes, copie. Maintenant, l'autre est coincé. Il est obligé de me répondre. Et pour montrer qu'il a répondu, il renvoie à 40 personnes. Résultat, vous avez filé du boulot à 40 personnes 2 fois. Et vous avez vos trucs, et ça tombe. Et vous ne savez jamais si c'est important ou pas important, et si votre responsabilité, important ou pas important, c'est peut-être absolument pas important, mais votre responsabilité est-elle engagée ou pas? Donc vous êtes obligé de lire, donc vous perdez du temps. Alors là, le flux vous en fabriquez, sauf que c'est complètement absurde. Les gens s'épuisent dans ces mails, dans ces reportings et tout ça, parce qu'on ne parle plus du travail, on ne se parle plus. Donc, effectivement, les gens sont en surcharge de travail. Mais c'est une production de l'incohérence et de l'irrationalité qui a détruit les liens de coopération entre les gens. Maintenant, si ces gens se parlaient, si vous rétablissez les liens de coopération, un espace de discussion, le vrai espace de délibération, pas sur le reporting, mais bien sur la qualité du travail qu'on est en train de faire. Pas seulement pour dire ce que je fais bien, mais également pour dire mes doutes. C'est-à-dire quand je suis dans la réunion de staff, ou dans la réunion d'équipe, ou dans la synthèse, je dis, voilà, je suis bien embêté. Et je raconte mon problème. Et tout le monde, et donc je partage ma difficulté avec les autres, du coup leur responsabilité est engagée, mais comme il y a un collectif, les gens se parlent. Et vous n'imaginez pas le gain de temps que ceci représente du point de vue de tous ces flux d'informations. Vous avez... N'oubliez pas d'appuyer sur le... La perte de coopération, oui, excusez-moi, la perte de coopération, c'est une perte de productivité colossale, une perte de compétitivité colossale. Le modèle économique gestionnaire est faux. Il est irrationnel vis-à-vis de la qualité du travail. Donc ce n'est pas certain qu'en diminuant le flux, on diminue le travail. Au contraire. Pourquoi ? Parce que dans bon nombre de cas, le fait de rétablir les conditions de la coopération fait qu'on a non seulement un gain de temps colossal, et je vous le montre, pièce en main, si vous voulez, puisque je l'ai fait dans certaines entreprises. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'entreprises, c'est une petite parenthèse, où les dirigeants ont des doutes sur le modèle gestionnaire. Et donc viennent à mon laboratoire pour me demander des interventions pour voir si on ne pourrait pas faire autrement. Donc je l'ai fait avec certaines entreprises. Et donc les gains de productivité sont colossaux. C'est-à-dire des gens qui sont en surcharge, mais vraiment en surcharge, où leur espace privé est menacé, sur des gens, par exemple, c'est une direction comptable, si vous voulez, d'un établissement important. Et bien après l'intervention, non seulement il n'y a plus de surcharge, mais il y a tellement un gain de productivité dans cette direction que la directrice, elle peut prendre en charge un deuxième établissement. C'est hallucinant, si vous voulez. On est en surcharge, on passe à quelqu'un qui devient suffisamment libre pour prendre un deuxième établissement. Vous voyez le gain. Alors, je ne peux pas le calculer comme ça, on peut le faire à la louche, mais bon, c'est une parenthèse. Quand vous rétablissez les liens de coopération entre les gens, ce que vous gagnez, c'est énorme sur le plan de la masse ce n'est pas de l'information. L'espace de délibération, ce n'est pas un espace de transfert d'information. Non, parce que quand je parle à des gens, je formule les choses pour qu'ils les comprennent. Ce n'est pas une information. C'est déjà une sélection dans l'information. C'est une mise en forme de telle sorte que ce soit intelligible à des gens que je connais, à mon chef, à mes subordonnés. Je ne parle pas de la même façon, je n'utilise pas le même langage, je trouve des formes idoines pour parler à mon chef, et je ne prends pas les mêmes quand je parle à mes équipes. Mais ça, c'est un gain de temps colossal, si vous voulez. Chacun ne traite pas... J'ai déjà préparé une mise en forme qui la rend utilisable. En réalité, c'est un gain de temps colossal, gain de productivité, et point capital, c'est un accroissement de la qualité. Donc il y a effectivement une contradiction qui n'est pas une contradiction antagonique, mais quand même une contradiction. Si vous tirez trop sur la quantité, vous dégradez la qualité. Et voilà. Donc derrière toutes ces performances invraisemblables, ce flux d'informations ininterrompu, etc., vous avez une dégradation de la qualité. Et vous perdez en compétitivité, vous perdez le marché à la fin. Et là, j'ai une entreprise qui vient me voir, c'est ce qui arrive. Donc maintenant, vous rétablissez la coopération, les conditions de la discussion, les gens sont beaucoup plus détendus, ils se parlent, parce qu'il n'y a pas de coopération sans une certaine façon de vivre ensemble, de se parler, de s'écouter et de s'entraider. Et le résultat, c'est que vous gagnez en qualité et en fait, vous gagnez de nouveaux marchés. Donc ce n'est pas du tout sûr que vous perdez l'emploi au bout du compte.
c'est l'inverse. Les gens travaillent moins en temps, ils sont beaucoup plus heureux, mais ce qu'ils font a aussi du succès. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous... Et donc, l'entreprise, je fais une intervention dans une entreprise, et quelques temps après, c'est le concurrent qui vient me chercher. Donc, vous comprenez que c'est... Vous voyez, ça paraît très paradoxal, mais comme je l'ai fait, je peux l'attester maintenant. Je n'aurais pas pu vous le dire il y a 10 ans, mais maintenant, je l'ai fait avec plusieurs entreprises. J'en ai plusieurs en cours. Et j'ai même des demandes qui viennent dans le droit de l'État, assez sensibles, où cette question de la coopération est devenue une question indiscutable. Eux, ils sont sûrs que s'ils ne rétablissent pas les conditions de la coopération à l'intérieur, c'est le service de l'État qui ne marchera plus. Et donc, eux-mêmes viennent nous voir. Voilà, c'est pour vous dire que le flux, la quantité n'est pas un bon critère ni de la productivité, ni finalement de la rentabilité des entreprises ou des services. En tout cas, on ne peut pas le prendre comme seul critère, ça c'est sûr. Parce que le critère quantitatif, il a dans son ombre tout un tas d'effets secondaires dramatiques. Voilà. Alors, est-ce que la loi peut intervenir sur les espaces de délibération? Oui, bon, le cœur de la coopération, c'est ce qui est irréductible, c'est cet espace de délibération où les gens se rencontrent pour parler du travail et pour essayer ensemble de trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis pour résoudre. C'est vrai que c'est magique. C'est-à-dire que quand vous rétablissez ça dans une entreprise, les gens vont tout de suite beaucoup mieux. Non pas parce qu'ils ont résolu tous les problèmes, mais parce qu'ils sont partis dans une démarche où ils savent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça va déjà beaucoup mieux. Ils n'ont pas tout résolu. Mais le fait simplement de conjurer le destin, si vous voulez, de cette perte du sens du travail, de faire du travail dont finalement on a des doutes, est-ce que ça sert à quelque chose? Le procureur qui traite ces dossiers, si vous voulez, je vois bien à la fin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour que le délai soit passé, le délai légal est pas... Toc. C'est un dossier traité, si vous voulez. On a dépassé le délai. Mais ce que vous vous renvoyez de vous-même au bout du compte, si vous voulez, dans un rapport comme ça, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est un rapport désastreux. Moi, c'était pas ça que je voulais faire. L'image de moi qui me revient de la qualité bradée de mon travail au nom de la quantité a des effets désastreux sur moi. Et c'est comme ça que vous commencez à s'ouvrir le chapitre, qui est un autre chapitre très important, qui est celui de la souffrance éthique. C'est-à-dire le fait d'apporter son concours à des choses que je désapprouve. Et là, c'est très dangereux sur le plan psychique. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui, donc je ne vais pas vous en parler. Mais il y a donc ce chaînon intermédiaire de l'espace de délibération, à condition que ce ne soit pas simplement un espace de confrontation entre personnes dans des positions hiérarchiques différentes. L'objet de la délibération, c'est le travail. C'est ça qui est difficile à faire comprendre. Ce pourquoi les gens vont se remettre à discuter alors qu'ils ne s'aimaient pas, c'est le travail. C'est très important. Le travail a cette puissance incroyable de réussir à mettre ensemble des gens qui ne s'aiment pas. Voilà. Ce n'est pas l'amour qui est en question, c'est la coopération. Moi, je n'aime pas ce type parce que quand on parle avec lui et qu'on a des discussions informelles ou des conversations informelles, il est du Front National, je ne peux pas le saquer. Bon, c'est un mauvais exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont, vous, ici au Front National, alors on va prendre un socialiste ou un communiste, il ne peut pas le saquer. Mais quand on bosse, quand on travaille, c'est un vrai collègue. Voilà. Quand je monte dans l'avion, et que, moi j'avais fait ça sur le transport militaire, les mecs ne peuvent pas se supporter. Ils étaient 4 pour conduire ces avions, les transats et tout ça. Alors, ils ne s'aiment pas. Mais quand on est au travail et qu'il faut faire la mission et qu'il faut aller en Nouvelle-Calédonie, eh ben, ça dure longtemps. Hein. Le gars, il fait son boulot. Je peux compter sur lui. Vous comprenez? La loyauté dans le rapport au travail permet de surmonter toutes les inimitiés qu'il y a entre les gens. Moi, je ne plaide pas pour l'amour dans le travail. C'est pas la question. Mais je vous assure que le travail, voilà. Et puis finalement, au bout de quelques années de travailler avec ce type avec qui j'ai des opinions politiques totalement opposées, bah finalement, on se tape dans le dos parce que c'est quand même un brave type. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail. C'est l'œuvre, c'est le faire, c'est sa contribution au faire qui fait que on a beau ne pas être d'accord, quand j'ai un pépin, je peux compter sur lui.
il va faire le travail. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que la référence n'est pas la politique ni les individus, c'est la référence aux règles de travail. C'est l'élément capital, c'est les règles de travail. L'espace de discussion, l'espace de délibération, c'est un espace qui est consacré à la discussion, en réalité, de comment on fait le travail. Quels sont les compromis qui sont les meilleurs? Comment résout-on ensemble? Et c'est une activité de production de règles qu'on appelle l'activité déontique. Donc, ce qui réunit les gens, c'est autour de ce processus de construire et de faire évoluer les règles de travail en fonction des transformations du terrain. La clientèle change, la situation économique se modifie, la construction. Vous travaillez dans une collectivité territoriale, il y a un changement de direction politique. Ah bah, je suis désolé, on ne peut plus travailler de la même façon. Donc il faut les remanier, les règles. Ça fait partie du travail. Mais pour les remanier, comment on les remanie? Si vous n'avez plus le même client en face de vous, ce n'est pas le même maire, il faut recomposer autrement. Et peut-être qu'à la fin, on va travailler différemment de la façon dont on travaille. Ce n'est pas forcément plus mauvais ou plus mal, ou meilleur. C'est une autre façon. Mais il faut les produire, les règles. Et nous devrions passer du temps à produire des règles. Voilà. Et ça, c'est l'espace de délibération. Est-ce que la loi peut traiter ce problème? Oui, si elle s'intéresse véritablement, à la question de la centralité du travail. C'est-à-dire que cette loi, ce n'est pas seulement des espaces de parole, comme on fait des espaces de parole où chacun va raconter ses états d'âme. Ce n'est pas ça le problème. On parle de son travail. Donc ce sont des espaces de discussion sur le travail, la centralité du travail. Et le deuxième point important, c'est évidemment de reconnaître que dans toute cette démarche, on admet que l'État, via la loi en particulier, mais peut-être aussi via un certain nombre de services qui lui sont associés, a un droit de regard sur l'organisation du travail. Voilà. L'organisation du travail était jusque-là l'apanage du patron. Est-ce que l'État est intervenu sur la question des conditions de travail, ne s'est jamais permis, dans la loi, de s'arroger un pouvoir de contrôle ou en tout cas d'intervention, même de participation à la question de l'organisation du travail, sauf par le biais de jurisprudence dans certaines grandes affaires où tout à coup le juge a décidé, y compris en cassation, que cette nouvelle forme d'organisation du travail était jugée trop dangereuse pour la santé mentale des gens. Donc il y a eu 1 ou 2 arrêts de cours de cassation qui font jurisprudence, mais c'est très peu. Ce qui est en jeu derrière toutes ces histoires, c'est quand même la possibilité ou non de reconnaître que l'organisation du travail est un problème qui relève aussi de la responsabilité de la magistrature. Voilà. Professeur, ça va être votre conclusion, puisque l'heure a tourné. Nous avons pris un peu plus de temps compte tenu de l'intérêt que représentait cette audition, évidemment. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos réponses très complètes également aux questions que l'on se pose. Évidemment, le sujet n'est pas plus épuisé aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir.